Bonjour tout le monde, je suis le professeur Sohim, enseignante-chercheuse à la faculté de médecine d'Alger et j'exerce à l'hôpital d'El Houssein. On va essayer de voir ensemble aujourd'hui une conférence intitulée Le stress et maladies psychosomatiques. Alors, on va essayer de voir d'abord le stress et puis son implication dans les maladies psychosomatiques. En guise d'introduction, d'abord, il faut savoir que le stress est une réponse normale de l'organisme. C'est un phénomène qui est universel et qui est nécessaire à la vie, qui a pour spécificité de mettre en œuvre tous les mécanismes d'adaptation, qu'ils soient psychiques, qu'ils soient somatiques, pour pouvoir confronter et s'adapter à cette nouvelle situation stressante. Alors, le stress, c'est quoi? Donc, c'est un terme qui est populaire, c'est un mot anglais et qui n'a pas d'équivalent en français. Il est très utilisé de nos jours dans notre vie courante. Ça veut dire en latin stringers, c'est-à-dire serré, qui évoque une situation de pression et de contrainte. Alors, le stress, c'est un processus donc, qui est complexe, comprenant la réponse physiologique, biologique, psychologique de l'individu soumis à une agression, à une menace ou bien à une contrainte psychique ou physique. Alors, on doit les travaux sur le stress, les premiers travaux à Canon, qui a travaillé sur la réaction d'homéostasie. L'homéostasie, c'est la capacité d'un organisme à maintenir ses constantes internes dans les paramètres normaux indépendamment des changements qui affectent l'environnement interne ou externe. Et puis, Canon insiste sur la dimension singulière et personnelle de la réponse, c'est-à-dire que chaque individu ne répond pas de la même manière à un même événement stressant. Le deuxième auteur, c'est très connu, c'est Hensel, qui a décrit le concept de stress, qui est une réaction non spécifique de l'organisme qui vise à établir cette homéostasie qui a été décrite par Canon, qui a été perturbée, et c'est à lui qu'on doit la description du syndrome général d'adaptation. Et Sales distingue trois phases évolutives de ce syndrome qu'on va voir après. Concernant l'étude du stress, d'abord, on va essayer de voir les facteurs de stress. Les facteurs de stress, on va parler de l'origine du stress, pardon. On va parler de la nature de ce stress, la durée et la conséquence de ce stress brièvement. Donc, l'origine du stress, on peut avoir soit des stress cognitifs, soit des stress non cognitifs. Pour les cognitifs, ce sont des stress qui sont dus à des traumatismes psychiques. Exemple, les émotions violentes, l'effroi, le chagrin, très intense à l'occasion des événements dramatiques de la vie, comme le deuil. Et on a les stress non cognitifs. Ils sont donc traumatiques, comme les blessures, traumatisme physique, les infections, la douleur intense, les bruits soudains ou prolongés. Donc, c'est un stress qui est cumulatif. La chaleur aussi, le froid excessif peuvent entraîner, donc être source de stress. Mais il faut savoir que ces deux entités-là, type de stress physique et psychique, sont souvent associés. Alors, le stress aussi, on va chercher sa nature. Est-ce qu'il a une nature somatique? Donc, on va les séparer, comme les physiques et les chimiques, c'est des agents physiques, ou bien psychosocial, par exemple, licenciement, harcèlement sexuel, promotion inattendue, négociation difficile, etc. Vous allez trouver ces facteurs de stress dans un petit tableau dans le polycopier que je vais vous remettre avec cette cassette.
Et puis, on va chercher aussi la durée des facteurs de stress. Donc, on peut avoir des stress aigus qui vont provoquer certaines situations en cas de désadaptation. Et on a des facteurs chroniques. Voilà, dans les facteurs aigus, on peut avoir des IDM, l'infarctus du myocarde, par exemple, qui peut être provoqué brutalement. Dans les chroniques, c'est le déclenchement des maladies, ou bien on sera basculé dans aussi des pathologies psychiatriques. Vous avez les conséquences sur le corps, c'est-à-dire quand il y a un bon stress, il est bénéfique au corps, on l'appelle eustress, et quand on a un mauvais stress, on l'appelle distress. Alors, pour la description du syndrome général de l'adaptation, vous avez 3 phases évolutives qui ont été décrites par Hans Sells. Vous avez le stress, c'est une réaction, donc on avait dit, qui était adaptative. C'est une réaction qui est très utile, surtout au départ. Elle est focalisatrice de l'attention, elle est mobilisatrice d'énergie et elle est incitatrice à l'action. Donc, c'est-à-dire que le sujet, imaginons par exemple que il y a eu par exemple une explosion d'une bombe, le sujet, il est soit sidéré, bloqué, ou bien il va fuir rapidement euh, parce que ça a attiré son attention. Quand on dit mobilisatrice de l'énergie, parce que en cas de réaction de stress, surtout dans les sécrétions hypothalamo-hypophyso-surrénaliennes, on a une activation du cortisol qui est très augmentée dans le sang, et donc on a une néoglycogénèse qui est très importante. Donc, pour la phase d'alarme, c'est une mobilisation de toutes les ressources. Le sujet va se mettre en garde, en état d'alerte. Donc, il va présenter des tachycardies, augmentation des concentrations sanguines, et cela est dû donc à l'adrénaline qui est sécrétée rapidement dans cette première phase. Et puis, il y aura un relais par la sécrétion du cortisol à travers la trame hypothalamo-hypophyso-surrénalienne. Donc, dans la phase d'alarme, elle correspond au stress aigu. Elle correspond donc, l'organisme mobilise instantanément ses défenses pour s'adapter d'urgence aux besoins de ces situations. Par exemple, fuir, par exemple, crier, voilà, par exemple, crier, se repérer dans la nuit, voilà, donc il va essayer, il va être très vigilant et il va essayer donc de s'adapter au milieu extérieur qu'on appelle homéostasie, et il sera très, très vigilant. Dans la phase de résistance, c'est une phase où le sujet va acquérir une certaine adaptation de l'organisme, il va mettre ses défenses en compensation, il va passer à l'acte afin de gérer le stress et rétablir en urgence ses capacités, son homéostasie avec le milieu extérieur. Mais dans la phase, en cas où on n'a pas d'adaptation, les résistances du corps vont s'épuiser. Voilà, donc on aura la souris, donc la résistance cède à une décompensation. Donc, à force de réagir et de se défendre, on arrive à une phase d'épuisement de toutes les ressources et le sujet cède à une décompensation. C'est d'après ce schéma que Sayce explique comment l'état de choc épuise un organisme ou une fonction qui va engendrer une altération après donc, de l'état général avec apparition des maladies psychosomatiques. Voilà. Et bien sûr, les symptômes présentés dans cette phase, on a les baisses de l'immunité, fatigue, insomnie, troubles cardiovasculaires, irritabilité. On peut avoir aussi un stress au travail comme le burn-out, les sujets quand ils sont épuisés, etc.
Alors, toujours dans la description de ce syndrome, il faut savoir le syndrome d'ajustement à la maladie. C'est un clin d'œil au cours que je vais présenter juste après, les maladies psychosomatiques. Donc, les stratégies d'ajustement à la maladie, c'est-à-dire selon le concept qui a été développé par en psychologie de la santé, face à un événement stressant comme la survenue d'une maladie chronique, un individu va tenter donc de s'adapter de manière active grâce à la mise en place des stratégies d'ajustement qu'on appelle le coping. Et ces stratégies d'ajustement désignent tous les comportements nécessaires, qu'ils soient cognitifs, comportementaux, pour maîtriser ou réduire ou tolérer les exigences internes ou externes qui menacent ou dépassent les ressources d'un individu. Donc, l'adaptation, elle va dépendre des ressources du sujet. Et à ce moment-là, on fait toujours intervenir. Comme le sujet ne peut pas s'adapter, donc on a une altération du fonctionnement global aux souffrances. Et en cas où il va bien adapter, on dit que le sujet a un bon fonctionnement. Voilà. Donc, maintenant, on va passer aux marqueurs cliniques. Comment reconnaît-on le stress sur plan clinique? Donc, sur plan clinique, donc, le stress dépassé va se manifester principalement par des difficultés relationnelles, par une contre-productivité professionnelle, par une modification de ses humeurs, par des troubles des comportements, des plaintes somatiques. Ces réactions auront des répercussions, bien sûr, sur l'entourage, sur le travail. Les signaux de stress peuvent être de 4 types. Alors, symptômes physiologiques, le sujet se plaint de migraine, de vertige, d'insomnie, de vision, des signes de panique, les signes physiques panique. Vous avez les symptômes émotionnels, donc le sujet va présenter l'habileté de l'humeur. Il peut présenter aussi une perte de confiance en soi, une irritabilité, il est tout le temps agité, il est très méfiant, il perd donc la perte d'intérêt, il devient très solitaire. On peut avoir aussi des symptômes mentaux, on peut citer une tension psychique, c'est des sujets qui deviennent très inquiets, ils ont une pensée confuse, tout le temps ils ont des cauchemars en rapport avec la situation stressante. On peut avoir la perturbation de son jugement, trouble de l'attention et de la concentration. Sur plan comportemental, si c'est un stress qui est aigu, le sujet peut avoir un comportement d'agression avec une peur, ou bien si stress est chronique, le sujet va commencer pour juguler ce stress quotidien cumulatif, va juguler ce stress par des conduites addictives, donc l'addiction aux drogues, addiction à l'alcool. C'est des sujets qui vont présenter des troubles des conduites alimentaires à force d'être stressés. Donc, les sujets vont s'adonner à l'alimentation. Donc, on aura une boulimie ou bien s'astreindre carrément à la nourriture. Concernant les marqueurs biologiques, donc, il faut savoir que les réactions au stress fait intervenir 4 axes. D'abord, l'axe catécholaminergique qui implique l'hippocampe, qui est dessiné à part ici, qui va déclencher, donc une fois qu'il reçoit un stress, il va déclencher un signal au niveau du système sympathique et la médullo-surrénale. Donc, il y aura l'activation de la glande médullo-surrénale avec une production excessive de l'adrénaline et la noradrénaline. Donc, mais en même temps, donc, qui est sous régie de l'hypothalamus, mais en même temps, parallèlement, il y aura l'activation par la suite de l'axe corticotrope qui va activer l'axe corticotrope qui va activer à son tour
la sécrétion donc des hormones, la CRH. Voilà, donc la CRH, c'est la corticotropinolacing hormone qui va déclencher une production de l'ACTH par l'hypophyse qui, à son tour, va stimuler la production du cortisol par la glande cortico-surrénalienne et de prendre donc le relais sur les effets de la noradrénaline. Ainsi, donc, il faut savoir que les deux médiateurs au niveau sanguin, c'est l'adrénaline, noradrénaline et le cortisol. Les catécholamines, il faut savoir que les catécholamines orchestrent de la mobilisation de l'ensemble des ressources de l'organisme en vue de réagir à la situation stressante. On peut avoir aussi un autre axe, c'est l'axe peptide, avec la libération des endorphines ou bien de la mélanotrophine qui va atténuer un petit peu cette réponse émotionnelle, en particulier en ce qui concerne la peur. Et puis, on a l'axe immunitaire qui sera déclenché. Donc, il faut savoir que l'excès de cortisol, il a un effet immunosuppresseur. Mais grosso modo, donc, en bref, le stress est associé à une activation de plusieurs systèmes neuro-endocriniens qui incluent les systèmes sympathiques et l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Et dans l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, quand on a un bon stress, donc on a l'excès de cortisol, donc on aura un rétro-contrôle feedback négatif qui va donc essayer de freiner donc un signal au niveau de l'hypothalamus pour freiner la sécrétion du cortisol. Et quand on a un stress ça c'est dans le cas où on a un stress aigu, donc le sujet va s'adapter à la situation. Mais quand on a un stress chronique, il faut savoir que la boucle du feedback ne fonctionne plus, donc il n'y aura plus de freinage au niveau de l'hypothalamus. Et c'est pour cela que le sujet, tout le temps, il est en proie à ces petites réactions qui combinent tous les axes. Et à force, les organes vont s'épuiser. Les facteurs psychosociaux, donc pour les facteurs psychosociaux, Lazarus a montré que le stress ne peut être considéré comme un simple lien de cause à effet, c'est-à-dire un stresseur déclenche un stress, mais plutôt il doit prendre en considération toutes les caractéristiques individuelles de la personne et ainsi que de la personne globalement. Donc, un même événement stressant donne une réponse différente chez chaque individu. Voilà, car il tient compte de toutes les caractéristiques individuelles qu'on va citer, par exemple la durée, la répétition et l'intensité du stress, les processus cognitifs, l'âge du sujet, l'expérience de la personne, facteurs génétiques et comportementaux qui sont liés à la personnalité, l'environnement psychosocial et les possibilités individuelles de l'adaptation. On n'oublie pas donc concernant les personnalités, donc le profil comportemental, on a beaucoup plus les personnalités anxieuses et sont des sujets très réactifs au stress, mais aussi on peut avoir le profil comportemental de type A ou profil coronarogène. Ce sont des sujets, ils ont un risque multiplié par 3 de présenter en cas de stress des coronaropathies. Et puis il y a une autre personnalité qui est assez intéressante, c'est l'alexithymie. A, c'est un A privatrice, lexie, c'est les mots, thymie, c'est les émotions. Donc, ce sont des sujets qui ont été décrits, ils sont absents, il n'a pas de mots pour exprimer, ce sont des sujets qui n'ont pas de mots pour exprimer leurs émotions. Ces 3 personnalités, on va les revoir dans le chapitre suivant. Alors, on va voir maintenant les troubles de la réponse, de l'adaptation au stress. Donc, vous avez les effets du stress aigu chez le sujet sain qui s'adapte bien, qui confronte très très bien la situation, il a un bon profil de personnalité, un bon support psychosocial. Ce sont des sujets qui vont présenter
un E-stress, c'est le bon stress positif. Les sujets avec des maladies chroniques sont toujours proie d'un stress minime. Ils réagissent très rapidement au stress. Donc, ils ont un stress négatif qu'on appelle distress, pardon, le distress avec un Y. Ce sont des sujets à l'occasion des événements aigus, quand ils ne surmontent pas donc ce stress, ils peuvent présenter un pic glycémique sévère, une insuffisance rénale et voire même un infarctus du myocarde. Les effets du stress chronique, donc c'est un stress qui va entraîner une désadaptation du sujet. C'est un stress qui va être à l'origine des maladies psychosomatiques, on va voir. Il peut être à l'origine des troubles anxieux, maladies, donc on va parler ici de maladies, des troubles anxieux. Il peut être aussi dû à l'apparition du PTSD, c'est le choc post-traumatique. On sait que c'est une entité qui est chronique, qui apparaît un mois après l'exposition à l'événement stressant. Quand on a un stress chronique cumulatif, les sujets vont, je vous ai dit, s'adonner à des conduites addictives, abus de substances, d'alcool, l'anorexie, boulimie. Un petit clin d'œil donc pour le PTSD. C'est quoi le PTSD, le choc post-traumatique? Vous l'avez vu en 5e année. Donc, vous avez les critères DSM, c'est exposition à un événement. Il faut qu'il y ait une exposition à un événement traumatisant qui a une connotation, qui a une connotation très sévère chez le patient. Il a l'impression qu'il a manqué la mort. Voilà, donc il a une confrontation, une rencontre manquée avec la mort. Le critère B, ce syndrome post-traumatique, est associé au syndrome de répétition où événement est vécu comme étant des souvenirs, des rêves à répétition. Le sujet a des flashbacks de cet accident, de cet événement. Il ressassit sous plusieurs formes, soit des souvenirs, soit des flashbacks, soit des détresses, soit des réactions psychologiques, etc. Troisième élément de ce critère, c'est l'évitement de toutes les situations qui rappellent l'accident. Et au moment où le sujet a des flashbacks, a des rêves, ou bien il est confronté à la situation, il va être en proie d'une activation de son système neurovégétatif. Et bien sûr, il aura des troubles du sommeil, irritabilité. Ce sont des sujets où le caractère a été changé par l'événement. Ce sont des sujets qui ont des troubles de la cognition, et essentiellement troubles de la concentration. Ils sont hyper vigilants à toutes les situations qui fait rappeler cet événement stressant. Ce sont des sujets qui ont des réactions de sursaut. Cette perturbation ne peut exister que si les troubles évoluent au moins un mois et plus. Et puis, ces symptômes doivent altérer ou entraîner un dysfonctionnement sur plan familial, social et professionnel. Et donc, comme je vous ai dit, le stress est carrefour de la psychosomatique. Donc, il est en intersection avec la psychosomatique. Alors, pour les maladies psychosomatiques, en guise de généralité définition, donc comme généralité, il faut savoir qu'un tiers des patients qui consultent présentent des symptômes somatiques, surtout en médecine générale. Donc, ils sont considérés, un tiers de ces patients sont considérés comme médicalement inexpliqués. Voilà, 75% de ces un tiers de ces patients vont avoir une disparition des symptômes ou amélioration de ces symptômes après consultation avec le médecin pour la première fois. Et 25% d'entre eux vont passer vers la chronicité. Voilà. Le psychosomatique est un terme qui est fréquemment employé à tort pour qualifier une maladie ou un symptôme dont le médecin n'a pas prouvé l'organicité. Par exemple,
un malade qui vient consulter son médecin, et il prend avec lui tous les bilans biologiques. Le médecin, quand il trouve aucune organicité, il va dire au patient, pour moi, tout est normal. Vos troubles intestinaux, c'est psychosomatique. Vous êtes trop stressé. Ou bien encore, un couple qui vient explorer leur infertilité et que dans le bilan est normal, le médecin va oser lui dire, rien n'explique votre infertilité, vos bilans sont normaux, ni chez vous, ni chez votre femme. C'est sûrement psychique, donc vous vous plaignez de rien du tout. Donc ces mots peuvent être d'une grande violence pour le malade qui se sent rejeté, dévalorisé, dénié dans sa souffrance. Parfois, il a l'impression d'être mal compris. Parfois, il a de la culpabilité. Il va se dire que c'est sa faute et que c'est dans sa tête que ça se passe très mal. Ou bien carrément, il va se dire que personne ne le croit, même le médecin traitant. Donc, vous voyez que des fois, avec notre comportement en tant que médecin, on se loupe, on n'arrive pas à parler à notre patient, on n'arrive pas à lui expliquer sa symptomatologie. Voilà. Et donc, c'est important d'avoir une relation médecin-malade très, très importante pour essayer, bien sûr, d'enlever toutes ces confusions. Alors, le terme de, le terme de psychosomatique a été décrit pour la première fois par Ernotte et qui indique qui a indiqué qu'il y a un lien entre le corps et l'esprit. Alors, les méthodes d'approche, et puis c'est à lui qu'on doit l'explication que le malade doit être pris en charge en sa totalité et que cette médecine psychosomatique est une méthode d'approche, d'analyse et de compréhension. Il faut parler beaucoup avec le patient pour voir ce qui se passe, ce qui cloche avec lui. Alors, pour la définition, on l'a déjà précipité, il faut savoir que notre corps, quand il est trop stressé, quand il est surmené, quand il est fatigué, quand il supporte plus les choses, il va utiliser son corps comme étant soit une victime, donc tout ce stress va se transposer sur le corps comme une maladie psychosomatique et des troubles fonctionnels, ou bien il va utiliser son corps comme un instrument pour exprimer ses conflits psychiques par son corps. Par exemple, la conversion hystérique. Par exemple, l'hypocondrie. Pardon, l'hypocondrie, c'est avec un C. Il n'y a pas de H. Par exemple, il va simuler des troubles. Par exemple, c'est un sujet qui va utiliser son corps pour par exemple, trouble factice, c'est-à-dire qu'il va utiliser son corps en créant des plaies. Voilà, il va triturer, par exemple, s'il a une petite plaie, il va essayer de l'agrandir, faire entrer des objets pour léser cette plaie, pour qu'il y ait de l'infection, etc. C'est un trouble psychologique et il ne ressent rien du tout. Voilà. Nous, on est dans le corps est victime du psychisme du sujet. Alors, il faut savoir que psychosomatique, psycho c'est l'esprit et somatique c'est le corps, donc c'est la maladie de l'esprit. On a une réelle affection organique qui est là. Alors, il faut différencier le psychosomatique avec essentiellement l'hypocondrie, qui est une affection qui n'a pas de lésion organique. Ce sont des sujets sur plan psychologique
ont une préoccupation exagérée sur l'état de santé, vont explorer, vont demander des examens complémentaires excessifs, même s'il n'y a rien du tout, et le médecin leur dit qu'il n'y a rien du tout. Ce sont des sujets qui vont multiplier les consultations chez d'autres médecins. Donc, ils sont tout le temps en proie, en train de se préoccuper pour un oui, pour un non, pour leur santé. Un deuxième diagnostic différentiel, vous voyez qu'il n'y a pas une atteinte, il n'y a pas d'affection organique. Dans l'hystérie aussi, conversion hystérique, les troubles se transposent sur le corps. Il n'y a pas aussi d'atteinte organique. Il faut savoir que dans la conversion hystérique, elle est liée au fonctionnement psychique, c'est surtout dans l'inconscient du sujet. C'est grâce à la découverte, bien sûr, de l'inconscient de Freud qu'on a pu quand même que cette médecine psychosomatique est née. Et donc, tous les conflits refoulés chez l'hystérique vont se transposer sur le corps et d'une manière à devenir une maladie réelle. Par exemple, elle touche essentiellement les organes de la communication et les membres. Ce sont des sujets qui viennent par une paresthésie, par une paralysie d'un membre, par une cécité, par une aphasie, une aphonie, et tout ça. Et dans le trajet neurologique où l'organicité n'a pas été clairement établie, donc tout ce qui est le trajet des nerfs ne respecte pas cette paralysie. On peut avoir même des crises conversives à l'épileptoïde. On dirait que c'est une crise d'épilepsie grand mal, mais la différence avec les crises d'épilepsie grand mal, c'est que dans les crises d'épilepsie, il y a une perte de vigilance, mais dans la conversion, l'état de vigilance, il est intact. Voilà. Donc, on va essayer de voir la définition en sens strict qui a été donnée par Consouly. Ce sont tous les troubles somatiques qui comportent dans leur déterminisme un facteur psychologique intervenant, non de façon contingente, mais par une contribution essentielle de la maladie. C'est-à-dire que ce n'est pas le psychisme qui donne d'une manière directe cette maladie, mais elle contribue justement d'une manière très importante au déclenchement de la maladie, car le sujet est prédisposé à faire cette pathologie. On va voir après. L'approche psychosomatique. Donc, dans l'approche psychosomatique, il faut savoir que l'essor de la psychosomatique moderne est dû bien sûr à Freud grâce à la psychanalyse et la découverte de l'inconscient lorsqu'il a étudié l'hystérie de conversion. Et cet inconscient qui est très très important, où on a beaucoup de problèmes qui sont refoulés, et quand le sujet n'arrive pas à régler ces problèmes de refoulement, donc c'est là où on a l'apparition de problématiques graves de conversion ou bien de problèmes somatiques. Cette notion engendra un nouveau courant médical issu du courant des maladies organistiques, expérimentales, de la médecine voulant rendre compte que des facteurs d'ordre psychique dans l'éthiopathogynie de certaines maladies somatiques. Éthiopathogynie, ça veut dire tous les facteurs étiologiques qui peuvent intervenir dans telle ou telle pathologie. Deuxième auteur qui a très bien contribué dans la maladie psychosomatique, c'est les travaux d'Alexander. Et donc, ils sont marqués par deux notions essentielles. Donc, la première notion, c'est qui est une notion type spécifique de conflit, c'est-à-dire que le trouble somatique apparaît lorsque on a trois facteurs réunis: fonctionnement psychique particulier, c'est-à-dire un profil de personnalité du sujet. On va les voir, ce qu'on avait vu dans le stress et les mêmes personnalités. Il faut qu'il y ait une prédisposition particulière du corps appelée facteur somatique X, par exemple. C'est le système de fragilité somatique, c'est-à-dire que le sujet était déjà prédisposé quand il est né pour faire telle ou telle
pathologie. Il ne l'a pas fait à temps parce qu'il attendait justement la rencontre avec la personnalité et l'événement stressant. Voilà, l'événement stressant actuel qui va déclencher le tout. Il faut qu'il y ait l'association, bien sûr, de tous ces éléments-là avec leur interaction dans le milieu pour qu'on puisse dire qu'il y a une pathologie psychosomatique. Donc, on rappelle, on a un fonctionnement psychique particulier, c'est-à-dire un profil de personnalité particulier, plus une prédisposition particulière, plus un événement traumatique récent ou actuel, les trois associés, plus un rapport avec le milieu qui est défectueux, va entraîner l'apparition donc d'une maladie. Et le deuxième élément d'Alexander, c'est que tous les médecins doivent étudier impérativement chaque patient tout seul. Donc, on avait dit au départ, réaction singulière et totalité. Donc, étude du sujet sur sa singularité et sur sa totalité, c'est-à-dire il faut faire une anamnèse complète. Et selon donc cette notion d'Alexander, dans les facteurs déterminant la maladie psychosomatique, donc on va récapituler ce qu'on avait dit dans ce qu'a décrit Alexander, les facteurs constitutionnels, donc fragilité ou prédisposition de certains organes ou fonctions biologiques, et on a les facteurs de stress de tout genre, et l'association d'un profil de personnalité particulière avec le stress et possédant un risque de développement de maladies psychosomatiques. Les personnalités, les profils de personnalité associés au stress, c'est les personnalités anxieuses, ce sont des sujets qui réagissent très très rapidement au stress. Même un simple stress quotidien peut déclencher chez lui une réaction excessive de stress avec toutes les réactions somatiques, émotionnelles, psychologiques, etc. Le deuxième profil de personnalité il a été décrit par Friedman et Rosenman. C'est un profil comportemental, on l'appelle profil comportemental type A ou coronarogène. C'est un profil qui est très, très important. Ce sont des sujets qui ont un risque 3 fois plus élevé de maladies coronariennes. Ils se caractérisent par, ce sont des sujets préoccupés par le temps qui fuit. Ils ont fréquemment le sentiment de devoir lutter et de se battre. Ils sont toujours sous pression. Ce sont des sujets avec un haut niveau de motivation, compétitivité. Ce sont des sujets avec des tensions musculaires tout le temps. Ils ont tout le temps besoin de contrôle, de perfectionnisme. Ce sont des sujets impatients. Voilà, donc ils dépensent trop leur énergie. Ils sont tout le temps proie au stress. La troisième personnalité, c'est l'alexithymie, qui a été décrite par Sifneos. Donc, pour désigner un fonctionnement psychologique chez des patients somatisants, elle désigne latéralement absence de tout mot pour exprimer ses émotions. Donc, comme je vous ai dit, A, c'est A privatrice, lexis, c'est le lexis, c'est le mot, thymie, c'est l'émotion, donc absence d'expression de ces émotions. Cet aspect se caractérise par des réelles incapacités à identifier et à communiquer ses sentiments et à la différencier des sensations corporelles qu'il présente. Donc, on a 4 traits primordiaux. L'incapacité à exprimer verbalement les émotions ou les sentiments, la limitation dans la vie imaginaire, la tendance à recourir à l'action pour éviter ou résoudre des conflits ou situations stressantes, et la description détaillée des faits, des événements et des symptômes physiques. Sauf le psychisme, il le fuit. Et donc, il décrit très, très bien tout ce qui est somatique, mais tout ce qui est psychologique, il le fuit.
Concernant les manifestations psychosomatiques, donc ce tableau va englober toutes les manifestations. Donc une maladie ne semble jamais arriver par hasard. Elle fait effraction dans la vie d'un sujet dans un moment de somatisation. Ce moment propice, c'est quand le sujet est très fragile sur plan psychique. Donc l'appareil psychique n'arrive plus à faire face à ces tensions et des excitations et à cet état de désorganisation et fait le lit de la somatisation. Et le type de somatisation, bien sûr, diffère en fonction de la gravité de la désorganisation ou de l'atteinte psychique, à la prédisposition du sujet, présence de facteurs de personnes l'hérédité dans la famille et le type d'affection rencontrée. Bien sûr, il faut chercher tout ça pour mettre en exergue l'importance du lien psyché et le soma, qui est le corps. Pour résumer donc l'approche psychosomatique de la maladie, elle tient compte des facteurs donc, de prédisposition précipitants, concomitants à la maladie, associés aux facteurs hérédité, etc. Donc, je me suis répétée plusieurs fois ici pour que vous gardiez quelque chose de ce cours. Donc, il faut savoir que les conséquences du stress sur le cerveau, comme on l'avait vu dans l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et sympathique, le stress va agir sur ces trois systèmes. Il n'est pas toujours donc facile de déterminer là où la cause de stress, la cause qui a commencé, et le stress modifie énormément les réactions immunitaires, cellulaires, humorales et les affaiblit dans le corps, et c'est pour cela que le sujet devient très très fragile sur plan immunité et il va déclencher des maladies psychosomatiques, essentiellement surtout l'appareil cardiovasculaire qui est très important parce qu'on a des pathologies très lourdes quand même dans l'appareil cardiovasculaire, comme par exemple l'infarctus du myocarde. On peut avoir aussi rougeur, des pâleurs, le sujet va présenter des palpitations, des hypotensions, des troubles du rythme, des tachycardies, etc. On peut avoir aussi le registre des troubles des conduites alimentaires. Ce sont des sujets qui deviennent très obèses, anorexie, endocriniens, le diabète, l'hypoglycémie. On peut avoir des maladies somatiques, troubles digestifs qui sont très très connus comme la maladie de la RCUH et la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn. Vous avez aussi des ulcères gastriques qui sont très très fréquents. Donc chez ces personnes-là, on a toujours recours à un peu d'antidépresseurs ou à un peu de sulfuride. Donc peut-être que vous avez vu dans votre entourage que les sujets qui se plaignent d'ulcères et qui ne guérissent pas, on leur ajoute tout le temps un sédatif neuroleptique ou bien un antidépresseur pour qu'il y ait une certaine amélioration. Vous pouvez avoir aussi l'appareil dermatologique avec des rages cutanées, psoriasis qui peut être touché, l'appareil respiratoire avec des tachypnées, des bradypnées, une sensation toujours qu'on a une oppression thoracique, des crises d'asthme très fréquentes et OK, d'origine psychogène. Manifestations neurologiques, ce sont des sujets qui se plaignent de céphalées, de vertiges, de fourmillements, des paresthésies. Vous pouvez tout avoir, comme la dermatologie, le prurite, des chutes de cheveux, les pelades, les vitiligo, les psoriasis. Sur plan urogénital, vous pouvez avoir des uries, polachyurie. Chez les hommes, sur plan génital, l'impuissance. Chez la femme, frigidité ou dyspareunie, un trouble du cycle menstruel avec aménorrhée. On peut avoir aussi un vieillissement, le système de vieillissement qui peut s'accélérer, etc. Tous ces troubles peuvent être présents d'origine psychique. L'approche thérapeutique en médecine psychosomatique, généralement, le médecin
pense tardivement à l'origine psychique d'un trouble somatique. Il en résulte bien sûr des consultations répétées auprès des différents médecins, des explorations très importantes et nombreuses, des bilans à faire. Euh, il y a même eu des thérapies traditionnelles, euh, donc des ruqya, des musha'wada, etc., avant d'atterrir en médecine parce qu'on n'a pas trouvé le remède justement du mal que le patient souffre. La plupart du temps, voilà, pourquoi il n'est pas guéri, ou etc. Donc, il y a tendance à la banalisation et à recourir à ces thérapies traditionnelles. Donc, il est indispensable de faire un diagnostic complet avec le médecin et d'analyser tous les symptômes, de demander des examens complémentaires stricts. On ne demande pas des examens si on n'a pas, des éléments qui nous orientent vers par exemple l'IRM, on ne va pas le faire parce qu'on va tout faire parce qu'on n'a pas trouvé l'étiologie. Donc, rechercher le type de personnalité, rechercher l'hérédité dans la famille, rechercher la prédisposition à la maladie, peut-être qu'il y a des maladies chez la fratrie, rechercher un stress dans la famille. Tout ce qu'on avait parlé auparavant, il faut les rechercher dans votre examen. Pour conclure, bien sûr, à une origine psychogène. D'accord? Et un traitement, donc, qui vise sur plan somatique si nécessaire, si on a des troubles, par exemple des crises, des poussées de RCUH, une maladie de Crohn, on doit traiter les deux en même temps. Il faut savoir que le traitement il est multidisciplinaire entre les plusieurs disciplines, c'est-à-dire la maladie somatique qui présente le patient, mais aussi le psychiatre, ou bien vous pouvez faire de la psychothérapie qui est très très importante. C'est à travers l'écoute. Quand on écoute notre patient, donc à ce moment-là, on a gagné une bataille. C'est-à-dire le malade aime qu'on l'écoute, il nous pose des questions, on lui répond, voilà, on lui laisse son temps de parole. C'est parfois très abréactif, c'est-à-dire c'est comme le catharsis. Le fait d'en parler, ça va diminuer un petit peu la pression psychologique. Il faut utiliser parfois, on peut utiliser des techniques de gestion de stress par des méthodes de relaxation, c'est très important. Approche psychothérapeutique, actuellement, on peut utiliser aussi les thérapies cognitivo-comportementales pour cibler tel ou tel élément. Chaque cas est un cas. Tout dépendra de la problématique du patient. Donc, l'objectif, il va se baser essentiellement sur ça. Voilà, thérapie familiale quand on a un dysfonctionnement familial qui est à l'origine justement de ce maintien de ces maladies et surtout quand on n'a pas de rémission, il faut toujours penser qu'il y a quelque chose au sein de la famille. Si le patient, on détecte une dépression ou un trouble anxieux, on peut traiter avec les antidépresseurs ou les benzodiazépines. Donc, la thérapeutique, on peut parfois faire que de la psychothérapie, mais la plupart du temps, le patient arrive en retard aux consultations, donc il arrive dans un état un petit peu de complication et la plupart du temps, on fait des approches mixtes, c'est-à-dire on choisit des thérapies en association. Et je vous remercie pour votre attention.